BFM Business, BFM Crypto, le club. Étienne Braque. Bonjour à tous et bienvenue, c'est BFM Crypto, le club comme tous les jours. Je vous accompagne tout au long de la semaine à partir de 15h et puis une rediffusion dès 21h30. Une semaine qui départ sur les chapeaux de roue sur le marché crypto avec notamment le Bitcoin qui est sur des plus hauts historiques aujourd'hui au-delà des 71 000 $. L'Ether de son côté s'échange à plus de 4 000 $. Une actualité aujourd'hui, Pauline Armandet, journaliste crypto, que nous allons partager avec Nicolas Louvet. Bonjour. Vous êtes le CEO de la plateforme CoinHouse. Dans un instant, vous allez nous donner votre lecture un petit peu de ce marché crypto qui est sur des niveaux records aujourd'hui. Mais comme tous les jours, pour commencer cette émission, c'est Alexandre Baradez qui va nous donner un point de vue technique. Alors bon, Alexandre, vous nous accompagnez pas tous les jours, hein, je rassure nos auditeurs et surtout, je vous rassure vous. Mais c'est intéressant quand même de vous avoir au téléphone aujourd'hui pour avoir un petit peu votre lecture par rapport à ces niveaux techniques. Parce que c'est vrai qu'on a quand même des plafonds qui sautent de jour en jour. Oui, bonjour Étienne, bonjour à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a presque plus de niveau technique en fait. Les sommets précédents ont été dépassés, donc c'est déjà des niveaux historiques depuis quelques jours. D'un point de vue, si vous voulez, des niveaux techniques, si on décrit que l'aspect purement technique, le seul niveau qu'on pourrait trouver au-dessus, qui soit un niveau potentiellement identifiable, c'est vous reliez les sommets de 2021. Il y a eu deux petits sommets en fait, deux sommets historiques, pardon. Le deuxième étant un peu plus haut que le précédent, avant la grosse chute de 2022. Vous reliez ces deux sommets et ça vous donne une zone un peu oblique, si vous voulez, qui passe vers les 77 000 $. Donc ce serait, je mets ça au conditionnel, ça le prochain niveau technique, nous devions y aller. Mais je mets tout ça au conditionnel. Pourquoi ? Parce que ce qui saute un peu aux yeux depuis déjà quelques jours maintenant, c'est que la volatilité a repris sur les marchés actions aux États-Unis. Quand je dis elle a repris, c'est pas dramatique. En gros, on s'est extrait d'une zone de à peu près 12 de volatilité, 12-13, et on remonte à 15-16 de volatilité. Et il est tout à fait possible qu'on aille chercher un peu au-delà de 20 de volatilité dans les jours qui viennent. On voit que ça prend en fait ses gains sur la tech américaine, sur les gros titres, les Nvidia, les Meta, les Apple. Ça fait déjà quelques temps que ça dure, mais sur les grosses valeurs qui étaient en fort excès, on va dire, type Nvidia ou Meta, on voit que ça reflue déjà depuis maintenant quelques jours. Et parallèlement à ça, on voit que les cryptos, même si ce ne sont pas des actions, mais il y a quand même eu des comportements dans l'histoire qui ont été parfois, pas totalement corrélés à la tech, mais qui ont quand même évolué en fonction d'une forme de, quand il y a de la volatilité sur certains marchés ou absence de volatilité sur les marchés actions par exemple, on a vu que certaines phases d'un peu de corrélation avec les actions. Et donc je suis un peu étonné, si vous voulez, que depuis le début de la phase de correction sur les actions US, on n'ait pas beaucoup réagi sur Bitcoin. Alors certains peuvent dire, et je pense que ce sera des arguments recevables, que c'est une classe d'actifs un peu à part, qu'elle n'a pas vocation à être corrélée aux actions, ça je suis d'accord. Mais dans les grandes phases, dans les mouvements un peu importants, si vous voulez, quand à un moment donné vous avez de la nervosité qui revient, parce qu'on considère que les choses sont suffisamment pricées, que les baisses de taux ont déjà un peu anticipé, vous voyez que les choses sont un peu mûres, que la question des flux sur ETF est déjà aussi pas mal intégrée maintenant sur le Bitcoin, on pourrait se dire, bien finalement, toutes les bonnes nouvelles ou les gros catalyseurs sont intégrés et ne produiront peut-être pas les mêmes effets qu'on a vus les mois précédents de manière linéaire et continue. Et c'est là que je pense qu'une consolidation est un peu nécessaire. Donc moi, comme je suis depuis maintenant une dizaine de jours, je suis un peu prudent dans ces zones-là. Pour moi, les sommets précédents de 2021 sont des zones qui peuvent apporter un peu de résistance, si vous voulez. Donc passer au-dessus, pour moi, c'est pas forcément la porte ouverte aux 100 000 $. Ça, j'y crois pas tout de suite. Et je dirais plutôt d'abord, donc je vous l'ai dit, une phase un peu de consolidation. Pour moi, des retours, les 60 000, même entre 60 000, entre 50 et 60, ne me paraîtrait pas délirant dans une phase un peu plus consolidante, en même temps qu'on observe une consolidation sur les marchés actions américains. Donc message de prudence à court terme, après une hausse de plus de 60% depuis le début de l'année pour le Bitcoin. Merci beaucoup Alexandre Baradez de nous avoir accompagnés pour nous donner une lecture technique sur la lecture un peu plus fondamentale. Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto, comment on arrive à expliquer cette très belle performance des crypto-monnaies depuis le début de l'année ? Peut-être la première et dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines, c'est évidemment l'arrivée mi-janvier de produits financiers dits ETF, Bitcoin Spot, qui ont été autorisés par le gendarme américain boursier, donc la SEC. En fait, on arrive à un stade où si au tout début de l'autorisation, le cours du Bitcoin ne s'était pas spécialement, on va dire, emballé, il s'était plutôt emballé au cours de l'année 2023 avec des investisseurs qui anticipent
anticiper une autorisation de ces produits financiers. Là, depuis qu'ils ont été autorisés, donc mi-janvier, c'est vrai qu'on a vu cette accélération du cours du Bitcoin. On parle de 70% sur un mois. Donc c'est vrai que là, c'est l'une des raisons qui peut expliquer cette hausse. Et puis il y a une raison toute récente là, qui est tombée ce lundi. C'est aussi donc le régulateur britannique, cette fois-ci la FCA, qui se dit ouverte à la possibilité de produits financiers adossés également aux crypto-monnaies qui ressembleraient visiblement pareil à des sortes d'ETF Bitcoin Spot et qui donc ouvriraient encore la voie de nouveau à l'arrivée d'investisseurs sur le marché du Bitcoin. Et ça, c'est vrai qu'a priori, c'est une bonne nouvelle pour le marché et c'est ce qui peut expliquer notamment cette hausse du jour aussi, le dépassement des 71 000 $, le dépassement même de 72 000 $, avec ce nouveau régulateur qui se dit ouvert quand même à cette possibilité. Oui, et c'est toutes les cryptos qui sont en hausse aujourd'hui, plus 3% pour l'Ether, plus 3% également pour le Bitcoin, des hausses de plus de 2% pour Solana ou encore pour Cardano. Nicolas Louvet, vous êtes le CEO de CoinHouse. Comment vous regardez un petit peu le parcours, le comeback là, des crypto-monnaies depuis le début de l'année et même depuis un an, plus 250% de performance quand même pour le Bitcoin? C'est pas si surprenant que ça, étant donné que quand on est dans le marché depuis de nombreuses années, CoinHouse créé en 2015, mais plusieurs d'entre nous sont déjà dans la crypto depuis avant ça. On a déjà vécu différents cycles. On a eu la période difficile de 2022-2023 avec des baisses assez importantes. Et puis finalement une remontée fin 2023 du Bitcoin et puis là une belle progression. On a atteint le all-time high comme on l'a atteint, donc le plus haut historique précédent, comme on avait atteint en novembre-décembre 2020, le plus haut de 2017. Donc on pense qu'on ne s'arrêtera pas. Il y a un phénomène en fait global de croissance pour nous de la valeur, notamment du Bitcoin, qui est lié à sa rareté, 21 millions, qui est lié sur le long terme à son usage qu'on peut voir. Et puis il y a des éléments macro qui viennent ajouter, comme les ETF, Pauline l'a cité. Pour rappeler quand même la demande en matière d'ETF, c'est 7000 Bitcoins par jour. La production actuelle de Bitcoin, c'est 900 Bitcoins, donc on est en dessous. Et d'ici le 11 avril, donc plus ou moins dans un mois, date du halving, on va diviser cette production par 2. Donc on va descendre à 450. Donc on a de moins en moins de Bitcoin, puisqu'on est à un peu plus, entre 19 et 20 millions, il reste un tout petit peu plus d'1 million de Bitcoin à miner. Il reste du temps pour le faire, mais il en reste très peu. Et à côté de ça, on a une demande qui est importante. Donc il n'y a pas de raison que sur le long terme, le cours ne progresse pas. Après, il vit des cycles assez importants. On a vécu des cycles difficiles, notamment en 2022. Là, on vit un cycle haussier. Alexandre a tout à fait raison de mentionner qu'on est peut-être arrivé dans une zone où il risque d'avoir une respiration parce que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et là il faut que le marché respire un petit peu aussi. Pauline ? Sur les ETF Bitcoin Spot, c'est vrai que ça permet aux investisseurs d'acheter du Bitcoin via ces gestionnaires d'actifs, mais sans réellement en posséder et surtout sans passer par des plateformes crypto, par des bourses crypto traditionnelles. Même si CoinHouse n'est pas forcément concerné, parce que ça concerne là les Américains, vous voyez de quel œil l'arrivée de ce type de produit ? Plutôt, de toute façon, pour nous, c'est positif parce que c'est une institutionnalisation du marché, donc c'est une ouverture aussi de ce marché à des acteurs beaucoup plus traditionnels. Donc ça joue à la fois dans la valeur de ce qu'est ce marché, son importance, ça rend les acteurs beaucoup plus crédibles et ça aussi donne l'envie peut-être à plus de personnes de pouvoir y accéder. Certes, peut-être qu'avec un ETF, on ne peut pas matériellement avoir un Bitcoin dans son wallet ou dans une plateforme, mais le Bitcoin est réellement acheté, contrairement à des produits synthétiques. Donc là, on est quand même sur l'achat réel de Bitcoin, ce qui peut expliquer notamment la hausse des cours. Je pense que les deux approches sont parallèles. Déjà, vous avez des ETF sur Bitcoin, peut-être demain sur Ethereum. Vous n'en avez pas sur toutes les autres cryptos. Il existe 15 000 cryptos. Toutes ne sont pas intéressantes à posséder dans son portefeuille, mais il y en a au moins une dizaine, une quinzaine qui sont très régulièrement, qui tournent et qui sont très régulièrement des actifs extrêmement intéressants. Vous avez mentionné par exemple Solana, qui est un actif qui avait bien progressé par le passé. Aujourd'hui, on parle d'injective, on parle de Render,
on parle d'autres cryptos qui sont intéressantes. Ça, aujourd'hui, c'est pas encore dans des ETF. Donc, je pense que pour que quelqu'un souhaite avoir une gestion plus dynamique, il y a réellement un intérêt de pouvoir aussi avoir de la crypto en propre en passant par une plateforme. Ensuite, il y a un autre usage, c'est qu'à travers les stablecoins ou d'autres cryptos, vous pouvez effectuer des paiements. Et c'est un usage dont on parle pas forcément quotidiennement, mais les entreprises utilisent des stablecoins ou certaines cryptos pour effectuer des transactions. Vous n'allez pas faire ça avec un ETF, bien évidemment. Donc je pense que, et vous avez pour le coup besoin d'une plateforme, je pense que c'est de la complémentarité. Et est-ce que alors il y a encore du chemin à faire en France pour qu'on ait des ETF où on puisse acheter des crypto-monnaies directement depuis son compte titre, mais ça serait une concurrence quand même dans le fait où aujourd'hui on pourrait se passer d'aller sur CoinHouse, où je ne vais pas citer tous vos concurrents, mais ça serait beaucoup plus simple pour aujourd'hui des gens qui souhaiteraient accéder des crypto-monnaies. Alors, plus simple, oui, mais pas forcément moins cher. Nous, on a baissé nos tarifs par 3 et aujourd'hui, acheter un ETF, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Regardez les frais de gestion, on est sur des produits relativement classiques. Nous, on est à moins d'1% de frais d'achat. Il y a des frais de conservation qui sont gratuits, ce qui n'est pas le cas en fait de la conservation. Donc, je pense que d'un point de vue tarifaire, on est assez concurrent, voire même on gagne en fait. Et ensuite, je pense sincèrement que à nouveau, c'est pas le même usage vis-à-vis des populations. Et les acteurs qui pourraient proposer ce genre d'ETF vont aussi avoir besoin de solutions de conservation de crypto. Nous, on a une filiale qui s'appelle CoinHouse Custody Services qui ne fait que de la conservation, qui est enregistrée pour ça. Un petit peu comme l'équivalent de ce que Coinbase fait avec BlackRock. Donc, on pourrait très bien conserver les cryptos de la part de fonds d'ailleurs, on le fait déjà. On travaille avec des sociétés de gestion, mais il s'agit de sociétés de gestion qui investissent dans des tokens. Ce sont des sociétés de capital risque investissent dans les tokens et on conserve leurs tokens en tant que dépositaire crypto cette fois. Donc on est capable de le faire pour demain des banques ou des institutions financières et puis elles-mêmes ont besoin d'acheter et de vendre ces actifs. Donc pas nécessairement la technologie, la technologie et la liquidité, elles peuvent passer par nous. Donc je pense qu'on peut plutôt être en B2B2C dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va devenir nous aussi fournisseurs de ces institutionnels. Dans tous les cas, je vois ça comme extrêmement positif, c'est de la complémentarité. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des actions par vous-même et vous pouvez investir aussi dans un produit d'assurance vie dans lequel vous avez des titres financiers. Donc, et c'est complémentaire. Donc, à nouveau, on est sur un marché qui est gigantesque et qui est encore extrêmement petit. Il y a quelques pourcents des gens qui possèdent des cryptos. Le marché est largement à conquérir. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis en tout cas, Pauline, ça fait monter les cours. Et du coup, il y a pas mal d'acteurs qui croulent un petit peu sous les demandes en termes d'ouverture de compte. Oui, et notamment Coinbase, que vous mentionniez juste à l'instant. Et CoinHouse aussi. On en parlera dans un instant. Ah oui, ça pourrait être intéressant. Coinbase qui, la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits soucis sur la plateforme. Je vais peut-être les rappeler. Parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Coinbase, c'est en gros plus ou moins la deuxième plus grosse plateforme crypto mondiale après Binance. Et que c'est aujourd'hui, dans le contexte de l'arrivée de ces nouveaux produits financiers, donc les ETF Bitcoin Spot, il y en a eu 11 qui sont arrivés. Et sur les 11, il y en a 9 dont BlackRock, qui ont choisi Coinbase pour conserver les bitcoins de leurs clients, donc ce qui permet à Coinbase d'être dépositaire. Et en fait, on se demande si Coinbase arrive un peu à gérer le trafic sur sa plateforme, parce que les deux problèmes qu'il y a eu la semaine dernière, c'est déjà un crack éclair sur le cours du Bitcoin, puisque la paire de trading Bitcoin-Euro a subi donc ce fameux crash éclair sur Coinbase, où le Bitcoin en gros est passé de 60 000 euros à 48 000 euros, donc il a perdu à peu près 24% en une fraction de seconde, et il a fallu en gros 10 minutes pour que le prix revienne à la normale. Donc ça a un peu évidemment effrayé le marché. On ne connaît pas la raison exacte de cet incident, mais il y a deux hypothèses quand même qui sont évoquées. Soit le fait qu'il y ait eu un réel manque en fait de liquidité dans un contexte d'emballement du marché, de l'euphorie des investisseurs depuis ces derniers jours. Soit ça peut être tout simplement une erreur de saisie d'ordre, ce qu'on peut aussi appeler fat finger dans le jargon boursier. C'était déjà arrivé sur la plateforme crypto Coinbase, où en gros le cours du Bitcoin
donc sur Binance US, avait chuté de 87% en octobre 2021 avant de remonter. Mais donc c'est vrai que c'est quand même des phénomènes qui peuvent avoir lieu sur des bourses crypto et peuvent effrayer le marché au point de perturber aussi le cours en temps réel de la crypto. Et puis la deuxième frayeur aussi qu'il y a eu sur Coinbase, c'est quand même que certains comptes d'utilisateurs sont carrément tombés à zéro lorsque le Bitcoin s'est emballé et a dépassé certains seuils, notamment le seuil de la semaine dernière historique des $69 000. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui se sont plaints de problèmes techniques sur la plateforme, qui ont essayé de retirer leur crypto. Il y a eu des problèmes de transaction et ça donne pas une très bonne image de Coinbase, alors que c'est quand même le dépositaire, du coup on a dit favori de ces fameux ETF spot, et ça crée quand même quelques petites inquiétudes sur le marché. Voilà, ça c'est le cas de Coinbase. Comment ça se passe aujourd'hui chez Coinhouse? Aujourd'hui, Nicolas Louvet, parce que j'imagine que vous participez aussi, pas à cette euphorie, mais à ce mouvement d'ouverture de compte et de nouveaux clients qui affluent depuis le début de l'année. Alors tout à fait. Déjà quelques chiffres. Si on prend le trend des derniers jours, depuis le début du mois de mars, et qu'on le ramène à un mois en entier, eh bien on est sur un chiffre d'affaires pour le mois qui est la moitié de ce qu'on a fait sur toute l'année 2023. Donc, vous voyez un peu le niveau sur on est sur du x12, sur le volume, donc c'est important. Ça vient quand même principalement des clients existants qui font, parce qu'on a un portefeuille de clients et beaucoup d'actifs de la part de clients, et ceux-là en fait réalisent des opérations, ils diversifient, font ce qu'on appelle des swaps, ils échangent leurs cryptos contre d'autres, ils se repositionnent sur certaines cryptos, ils vendent, ils arbitrent contre d'autres. Donc on a quand même beaucoup de mouvements sur cette base clientèle, mais en effet on a un gros volume de nouveaux clients qu'on arrive à absorber, même si c'était pas toujours complètement évident. Après, notre modèle est un peu différent de celui de Coinbase. Nous on n'est pas un exchange comme ils le sont, d'ailleurs c'est un partenaire de Coinhouse, comme d'autres exchanges. Nous sommes un broker. Donc c'est-à-dire qu'on achète à Coinhouse, on vend à Coinhouse, et nous, on va nous-mêmes réaliser nos propres opérations sur d'autres plateformes, et on est multi-plateforme, on est multi-exchange, on va s'alimenter sur différents exchanges et on ne dépend pas d'un seul. Donc si Coinbase par exemple ne fonctionne pas bien pendant une journée ou un moment, nous on va aller rerouter le trafic sur d'autres exchanges pour en réalité pouvoir acheter et vendre et dénouer nos positions. En revanche, nous, nos clients, on les sert toujours parce qu'ils achètent à Coinhouse ou ils vendent à Coinhouse, et nous ensuite on se fournit auprès du marché. Donc c'est un modèle qui est un petit peu différent. Le fait de moins dépendre d'une plateforme quelque part donne de la sécurité supplémentaire. Même si Coinbase est un acteur incroyablement respectable, et je pense que ce qu'ils vivent actuellement, quand même le rappeler et être un petit peu modeste, c'est quand même extrêmement complexe d'avoir énormément de volumétrie. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont propres à la crypto, comme le mouvement par exemple de fonds, qui ne se fait pas immédiatement. Quand il s'agit de rebalancer par exemple des cryptos d'un wallet à un autre, ça peut typiquement demander 10 minutes ou un quart d'heure. Parce que c'est la durée d'une transaction blockchain. Ça, c'est pas ce que vous avez sur une opération de base de données simple. Mais quand vous manipulez des fonds et que vous les sortez d'un cold storage pour pouvoir les mettre sur un hot wallet pour faire des opérations, nécessairement, là, vous avez des opérations qui vont prendre du temps. C'est intrinsèque à la blockchain. Donc, je pense que toutes ces problématiques, elles apparaîtront toujours un petit peu dans les plateformes. Nous, on essaye de s'en préserver. On investit beaucoup sur la technologie, mais il faut rester modeste par rapport à ce marché qui est encore pas très mature. En termes de comptes, je voyais sur votre site tout à l'heure, vous êtes un peu plus de 100 000, c'est ça, 120 000 130 000 comptes clients KYCisés, c'est-à-dire ils sont capables de réaliser une transaction à tout moment. On a toutes les pièces d'identité, tous les justificatifs nécessaires, ils sont en position de réaliser quelque chose. Et donc aujourd'hui, en termes de volume, en termes de fluidité, ça suit. La plateforme arrive à suivre et l'écosystème arrive à suivre. Ça m'a même surpris parce que cette superbe journée qu'on a dû faire le 7 ou 8 mars, finalement, c'était le jour où on a un déjeuner qu'on faisait dans les bureaux avec tous les salariés, et les gens ont passé 1h30 à déjeuner, à discuter. Tout s'est très bien passé, et à 19h, les gens ont commencé à partir du bureau. Il n'y avait pas d'euphorie, pas d'excitation particulière. Les systèmes répondaient. On allume ou on éteint les serveurs en fonction en fait de la demande.
Et je dirais que c'est une journée assez normale, alors que c'était le plus beau chiffre d'affaires qu'on avait fait depuis longtemps. Pauline Armandet, ça vous inspire quoi, cette situation? Vous suivez l'actu crypto pour notre site internet, BFM Crypto. Comment vous avez vu l'actualité, vous, ces derniers jours? À propos du Bitcoin Oui, à propos du Bitcoin, des plateformes. Effectivement, les plateformes, en tout cas pour l'instant françaises, ont l'air de plutôt tenir le choc aussi de cette demande qui est assez importante au niveau de cette crypto-monnaie. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On va voir effectivement comment ça se poursuit, parce que on comprend quand même que la hausse est très importante là depuis ces derniers jours, mais elle peut aussi être très brutale aussi. Enfin, on l'a vu, la volatilité du marché est évidemment assez intrinsèque. Donc c'est important qu'il y ait aussi des plateformes qui soient fiables et qui soient solides dans cette période. Et maintenant, pour l'instant, les clients français ne peuvent que passer par ces plateformes d'échange, ces bourses crypto, pour pouvoir acheter du Bitcoin notamment, ou d'autres crypto-monnaies. Comment vous voyez un petit peu ces records? Alors, Nicolas Louet, vous voyez le Bitcoin à 100 000, vous êtes positif comme l'ensemble. Sur le long terme, oui, bien évidemment. Sur du long terme, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un risque de voir des mouvements un peu brusques comme ça? Alors, dans un instant, dans BFM Bourse, on parlera de Nvidia, parce que c'est un peu le même parcours, ça s'est fait à une vitesse très forte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque après d'essoufflement, dans le sens où tout le monde va au même moment, en même temps, où vous avez beaucoup d'ordres qui sont exécutés et donc le marché court un peu après? Vous avez surtout les ordres automatiques qui peuvent entraîner, en fait, avec des liquidations qui peuvent entraîner des baisses un peu rapides. Je pense qu'Alexandre a dit vraiment des mots très très justes dans son analyse du marché actuellement. Il y a une tendance haussière qui peut peut-être nous amener sur un niveau entre 75 et 80 000. Et comme on le voit aussi sur les marchés actions, parce qu'il y a une certaine corrélation quand même, il va aller complètement dans cet exercice, mais on l'a vu, vous prenez le S&P 500, et surtout par rapport au S&P 500, on monte quand même en flèche depuis un petit moment. Ça ne va pas durer. Ça n'a jamais duré éternellement. Ça ne marche jamais. Donc de toute façon, à un moment ou un autre, d'ici quelques jours, quelques semaines, le marché corrigera. Mais c'est pas très grave. Au contraire, ça peut être déjà l'opportunité pour d'autres de rentrer. Ça fait une respiration. Et je ne pense pas, en revanche, qu'on soit à la fin du cycle, parce qu'on est rentré, je le crois très sincèrement, dans un cycle haussier. Et ces cycles haussiers ne durent pas 2 mois. Ils ont toujours duré au moins 12 à 24 mois pour tous les précédents cycles. Ça dépend à quel moment on estime le départ du cycle. Je crois qu'on a encore de beaux moments à vivre sur les cryptos, avec sans doute une phase de consolidation d'ici quelques temps, à court, moyen terme, mais sur plusieurs mois, et notamment sur début 2025, on devrait revoir un développement. Et notamment, on n'a pas commencé la alt season, c'est-à-dire tout un tas de petits tokens dont on ne parle pas forcément, qui sont au-delà de Bitcoin et Ethereum, et qui n'ont pas progressé encore énormément. Et il y a encore du potentiel. Oui, parce que c'est la mise à jour mercredi, notamment sur l'Ether. Duncan, oui. Donc ça, normalement, historiquement, ça a un impact sur les cours. La mise à jour d'Ethereum qui est assez significative, c'est une étape supplémentaire après The Merge pour baisser encore les frais de transaction et améliorer la blockchain, la préparer à son futur. Une évolution importante et qui présage, qui annonce encore d'autres évolutions, pourrait avoir un impact positif comme on l'a eu par le passé avec The Merge. On a plutôt le halving du Bitcoin qui, d'ici le 11 avril à peu près, donc dans un mois, devrait jouer positivement également. Pauline? Effectivement, cette semaine, cette importante mise à jour sur Ethereum qui a sans doute un impact aussi sur le cours de l'Ether qui a dépassé les $4 000 là, ce lundi. Donc, ça sera important de la suivre. Mais on voit vraiment qu'il y a aussi pas mal de mises à jour de différentes blockchains. Et comme vous le mentionniez, évidemment, le halving du Bitcoin qui aura, en tout cas, selon les 3 halvings précédents, un impact aussi sur le cours du Bitcoin, puisque en fait le 19 avril prochain, l'offre disponible, l'offre de Bitcoin mise en circulation va être réduite
de moitié, donc ce qui devrait notamment faire augmenter son cours. Et on verra si ça se vérifie cette fois-ci, au cours des prochaines semaines ou des prochains jours après ce halving. Mais c'est vrai qu'on se retrouve vraiment dans un contexte de réelle euphorie qui vient un peu de partout du côté des investisseurs. Ça vient d'éléments macroéconomiques, de produits financiers qui viennent vraiment de la finance traditionnelle, de mise à jour au sein même des blockchains, Bitcoin, Ethereum et d'autres systèmes. Donc oui, une réelle euphorie du marché, mais quand les hausses sont aussi très importantes, il faut faire attention à des baisses qui peuvent l'être tout autant. Voilà, message de prudence, que ce soit de Pauline, de Alexandre et de Nicolas Louvet. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, en tout cas CEO de Conhouse. Merci à Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto, qui nous accompagne tous les lundis dans cette émission, et puis Alexandre Baradez, qui était avec nous par téléphone, chef analyste d'IG en début d'émission. Si vous avez rattrapé l'émission en cours, n'hésitez pas à la revisionner, à la réécouter en podcast, en replay sur le site de BFM Business. Dans un instant, c'est le BFM Bourse. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, le club.